Notre invité dans la grande interview, c'est donc Ayman Ezzat. Bonjour. Bonjour. CEO de Capgemini qui a donc publié ce matin ses résultats 2023. On y revient dans une seconde. Capgemini, 360 000 collaborateurs dans plus de 50 pays, spécialiste de la transition digitale des entreprises dans le domaine des conseils, de l'applicatif et de l'ingénierie numérique. Est-ce que c'est encore, j'allais dire, la définition, le pitch que vous donnez aujourd'hui de l'entreprise, Ayman Ezzat ? Tout à fait. On va rajouter un petit élément. Oui, on aide nos clients à faire cette transition vers une économie digitale. Vous savez, pour eux, tout est en train de changer. Comment ils innovent, comment ils produisent, comment ils opèrent, comment ils gèrent la relation avec les clients. Et donc, on les aide dans cette transition digitale, mais en même temps, il y a une transition en termes de développement durable. C'est-à-dire qu'on va à la fois vers une économie digitale, mais aussi avec évidemment un aspect développement durable qui devient plus important. Donc on aide nos clients dans cette double transition où ils investissent des dizaines de milliards d'euros pour justement arriver à passer dans cette économie digitale. Et donc on les accompagne à travers notre offre, à la fois en termes de stratégie, transformation, informatique, digitale et ingénierie, pour les aider à gérer cette transition. Et donc ces résultats 2023 qui ont été publiés ce matin et que vous venez commenter sur Boursorama, on vous en remercie. Donc chiffre d'affaires de 21,99 milliards en hausse de 21%. C'était 18 milliards environ en 2021. Et puis une marge opérationnelle à un peu moins de 3 milliards, 2,8 milliards d'euros en hausse de 22%, c'est environ 13% de votre chiffre d'affaires. Est-ce que ça veut dire que finalement, même pendant la crise, d'une certaine manière, les entreprises, elles, continuent à se préoccuper justement de transformation numérique ? Tout à fait. Donc, on voit une très bonne année 2022. C'est une année record pour nous, avec une très forte croissance organique de plus de 15%. C'est une année vraiment record pour Capgemini. On a continué à améliorer notre profitabilité en dépit de l'environnement où on a quand même un environnement inflationniste, avec des augmentations de coûts, un marché au niveau des talents qui est resté très contraint l'année dernière, puisqu'il y a une très forte demande par rapport à la disponibilité des talents, et en même temps des retours de coûts pré-Covid. Les gens reviennent dans les bureaux, on voyage, et donc on a bien résisté en termes de marge dans cet environnement, et on a fait une très forte croissance. Donc une très bonne année, une très bonne dynamique, et on rentre avec un très bon carnet de commandes sur l'année 2023, donc avec une bonne croissance en début d'année. La question par rapport à 2023, c'est les décisions des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un environnement plus incertain, est-ce que les clients vont prendre les décisions sur certains de ces projets ou est-ce que ça va commencer à se décaler ? Et d'ailleurs, vous l'avez un petit peu anticipé, on y reviendra. Dans le détail de vos activités, là, sur ces résultats, effectivement, 2022, on voit que la part du chiffre d'affaires qui est vraiment liée à la stratégie, au conseil, à la transformation numérique, progresse fortement. C'est plus de 28% environ. Mais ça pèse, finalement, j'allais dire que 8% du chiffre d'affaires, comparativement à votre cœur de métier, qui fait encore un peu plus de 60% de votre chiffre d'affaires. Finalement, ce qui progresse le plus pèse le moins. Est-ce que c'est pas là peut-être une des fragilités aujourd'hui de votre modèle ? Non, parce qu'en fait, ce qu'on appelle stratégie de transformation, c'est la conception des programmes. Oui. C'est la partie la mise en œuvre conseil des en programmes, amont. c'est dans le reste. Donc les 28% de croissance, ce qu'ils mettent en avant, c'est l'appétit de transformation des clients est très important. Donc nos métiers en termes de stratégie de transformation, c'est plus le développement de ces nouveaux grands programmes de transformation et un peu d'accompagnement. Mais la mise en œuvre, elle se fait à travers nos métiers en termes d'application, de technologie, d'opération, d'ingénierie. C'est là où on met la mise en œuvre. Mais c'est quand même le métier qui est le plus récent chez vous, en l'occurrence. C'est le métier le plus récent, en fait, c'est l'ingénierie. D'accord ? La stratégie de transformation, c'est un métier. Je suis rentré là-dedans. C'est comme ça qu'on a créé ce qui était Gemini Consulting à l'époque. Il y a plus de 30 ans. Donc ça existe depuis un moment dans le groupe. Maintenant, ça prend une ampleur plus importante puisque ça devient un levier très important de transformation de nos clients, y compris en termes technologiques. Métier plus récent pour nous, c'est l'ingénierie, qui aujourd'hui nous permet d'adresser ce qu'on appelle le marché de l'industry, intelligent industry, qui est en fait la transformation des opérations et la conception des nouveaux produits et services digitaux pour nos clients. Et c'est là que l'ingénierie devient un métier important, puisqu'il nous permet de comprendre comment une voiture fonctionne. On parle du fait que maintenant, 60% du coût de développement d'une voiture, c'est du logiciel embarqué. Mais pour pouvoir développer du logiciel embarqué pour une voiture, il faut comprendre comment une voiture fonctionne. Et c'est là où l'ingénierie joue un rôle très important et qui amène un complément par rapport à nos compétences digitales.
Alors justement, on va parler de 2023, vous l'évoquiez, parce qu'il y a une étude notamment de IDC qui date de quelques semaines, qui disait qu'en gros, un DSI européen sur deux s'attendait justement à ce que l'inflation, vous le disiez, les effets de change aient un impact significatif sur leur budget en 2023. C'est ce que vous, finalement, vous avez anticipé également. Comment est-ce que vous voyez effectivement un petit peu, notamment le deuxième semestre 2023 ? Écoutez, pour le moment, je pense sur le deuxième semestre, on a une bonne confiance sur la croissance sur l'année, puisqu'on met quand même une croissance à taux de change constant de 4 à 7%, donc ça reste une contre 16,5 sur 2022. Contre 16,5 sur 2022. Voilà, oui, mais l'année 2022 était un peu une année exceptionnelle. De rattrapage. Voilà, on est encore dans une lancée pré-Covid et une forte accélération de la demande. Maintenant, les clients sont lancés sur cette transformation digitale. On voit les clients vont ralentir un peu certains investissements sur cette année parce que justement il y a l'incertitude au niveau économique. La trajectoire à long terme ne change pas. Il y aura une réaccélération de nouveau probablement en 2024. Une fois qu'on a passé un peu cette incertitude macro qui pèse un peu sur les décisions qu'on voit aujourd'hui. Et on voit bien que cette montée des taux d'intérêt reste et l'inflation restent les facteurs principaux qui créent de l'indécision, je pense, au niveau des clients. Donc ça reste une bonne trajectoire de croissance, y compris en 2023. Donc cette baisse, on va dire, d'ambition, ce 4 à 7% effectivement, qui sont les prévisions que pour l'instant vous donnez pour 2023, vous les estimez plus finalement comme un creux, davantage qu'une situation qui va être assez pérenne ou une croissance un peu atone au cours des prochaines années. On voit une réaccélération. Nous, on voit des perspectives à moyen terme beaucoup plus importantes en termes de croissance. Par contre, on a ce ralentissement de 2022 à 2023 qui tient compte de la conjoncture économique et donc du ralentissement de certains programmes et des décisions des clients. Alors justement, un petit mot sur vos relais de croissance, sur vos priorités. D'abord les relais géographiques, parce que quand on regarde un petit peu la répartition de ce chiffre d'affaires, c'est toujours un tiers aux États-Unis, environ un tiers en Europe, et puis on va dire un gros tiers si on met 20% de France et 10% de UK, et environ 10% d'Asie, Amérique du Sud. Est-ce que vous estimez, quand on regarde un petit peu cette répartition, notamment 20% de votre chiffre d'affaires qui est effectué en France, que vous êtes peut-être encore un peu trop aujourd'hui dépendant d'un seul pays, notamment de la France ? Justement, 20%, je pense qu'on n'est pas complètement dépendant de la France. Maintenant, la France. Mais c'est un gros morceau vis-à-vis des continents et des gros blocs continentaux. Ça reste un berceau historique. Et donc, on est très fiers de ce qu'on apporte à l'économie française et aux sociétés françaises. Notamment, on a près de 40 000 employés en France. Donc, pour nous, ça reste un pays très important et ça reste un peu le cœur historique de Capgemini. Maintenant, on cherche à se développer bien sûr ailleurs. Et si on voit l'évolution à travers le temps, la croissance qu'on a eue en termes des Amériques notamment, qui devient une part plus importante de nos chiffres d'affaires, et maintenant l'Asie-Pacifique. Donc au fur et à mesure, on continuera à voir cette évolution avec un poids plus important des Amériques et notamment de l'Asie-Pacifique dans notre chiffre d'affaires. C'est là aussi un gros potentiel de croissance dans les décennies à venir. Oui, justement, l'Asie, c'est 30% d'accélération là, sur l'année 2022. Mais ça reste finalement environ, effectivement, on le disait, 9% du chiffre d'affaires. Vous avez des concurrents, notamment Accenture, alors qui ne sont pas tout à fait sur les mêmes métiers, vous me direz, mais qui sont beaucoup plus avancés finalement sur les positions en Asie. Est-ce que vous estimez que vous avez encore un peu de marge, un peu de retard à rattraper sur ce continent notamment ? C'est plus que du retard. Je pense qu'il y a une belle opportunité en Asie. On doit continuer à se développer, mais si je prends il y a quelques années, on avait 1% de notre chiffre d'affaires qui était en Asie. Donc on se développe, mais c'est sûr qu'on a l'ambition d'avoir une présence plus importante en Asie-Pacifique. Un petit mot également sur les relais de croissance au niveau des métiers. Vous insistez beaucoup et de plus en plus sur l'industrie intelligente. Est-ce qu'on peut peut-être réexpliquer, parce qu'on n'a encore pas forcément tous en tête, mais qu'est-ce que c'est finalement ? C'est quoi un peu les enjeux et comment pour vous c'est amené à évoluer ? Alors, deux aspects. Pour moi, il y a la conception des nouveaux produits. Parce que tous les nouveaux produits et services vont être pilotés par une plateforme digitale, que ce soit une voiture, que ce soit un avion, que ce soit dans d'autres domaines. Donc ça demande justement à la fois des compétences en termes d'ingénierie, des compétences en termes de connaissance du secteur, des compétences en termes d'informatique, de digital, de cybersécurité. Et donc on travaille beaucoup avec nos clients justement sur la conception de ces nouveaux produits et de ces nouveaux services. Ensuite, il y a la transformation de la manière dont on les produit. Donc, quand on parle de industrie 4.0, quand on parle de supply chain intelligente, c'est ça l'industrie intelligente. C'est à la fois la conception de ces nouveaux produits et services qui sont basés sur une plateforme digitale ou sont pilotés par une plateforme digitale, et ensuite la manière dont on va les produire et on va gérer cette chaîne de valeur, cette supply chain d'une manière plus intelligente, plus dynamique,
dans le futur. Et C'est ça qui, en gros, qui englobe l'industrie intelligente. Et au-delà de ce sujet de l'industrie intelligente, quels sont finalement les autres relais, les autres secteurs finalement que vous regardez de plus en plus? On écoutait à l'époque beaucoup parler notamment de la santé, on a l'impression que c'est moins présent chez vous parce que c'est le marché déjà mature pour vous. Voilà. Quels sont finalement les autres secteurs que vous regardez davantage? Donc il y a toute l'industrie, au sens large. L'industrie, c'est pas juste la production, c'est toutes les industries. Et au-delà de ça, vous avez toute la partie aussi sur la relation client. La relation client a fondamentalement évolué depuis quelques années. Elle devient de plus en plus digitale, mais il continue à y avoir beaucoup d'investissements puisque le principal axe de développement maintenant des sociétés en termes de relations clients, c'est le digital. Et on continue à beaucoup travailler là-dessus. Donc pas uniquement pour pouvoir vendre, mais aussi c'est pas uniquement de l'e-commerce. Mais c'est la gestion du service, c'est la gestion de l'information, c'est la compréhension des besoins clients, c'est de pouvoir faire du cross-selling, etc. Donc on continue à beaucoup travailler là-dessus. Mais en termes des industries, on a l'aéronautique, on a l'automobile, on a la pharma, on a tout ce qui est au niveau de l'énergie et de la transition énergétique, sur les telcos, les services financiers. On continue à avoir énormément de transformations à la fois sur les banques et les assurances. On a tous les produits de grande consommation. Donc, on travaille quand même sur beaucoup de secteurs qui sont tous impactés par cette transformation digitale, avec parfois des impacts sur plusieurs secteurs en même temps. Et justement, petite parenthèse, puisque vous parlez de transformation digitale notamment, on voit que la tech américaine a été bien bousculée, notamment en fin d'année. Est-ce que cette reconsidération des modèles, ces changements de valorisation, parfois ces paradigmes, est-ce que ça vous inquiète un petit peu? Comment est-ce que vous regardez ça, vous, effectivement, à l'échelle mondiale comme ça? Si vous voulez, c'est différents métiers. La tech, c'est pas un seul ensemble, puisqu'on parlait de l'industrie. Il y a des gens qui font du hardware, il y a des gens qui sont comme Microsoft ou AWS ou Google qui vont être plus sur des parties soft ou e-commerce. Donc, ça englobe beaucoup de choses. Ce qu'on voit sur la tech, c'est que ça continue à croître. La question, c'est que les taux de croissance sont un peu plus faibles. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est que certaines de ces sociétés qui ont fait des embauches massives pour pouvoir alimenter leur croissance sont en train de réajuster leur modèle de croissance. Mais Microsoft continue à croître d'une manière très importante. Simplement, c'est un ralentissement par rapport au rythme. C'est un peu comme nous, par rapport aux 15%. On va ralentir cette année, mais on continue à croître d'une manière importante. Mais je considère que les perspectives de la tech restent très, très bonnes parce que la tech support, justement, est un levier important pour cette transition vers l'économie digitale et durable. Et très transversale, effectivement, par ailleurs. Un petit mot sur le cours de bourse, parce que depuis la publication ce matin de vos résultats, le titre cède environ 1,5 à 6% à l'heure où on se parle. Vous pensez que les marchés ont peut-être davantage acheté les perspectives un peu plus calmes, un peu plus stables de croissance en l'année prochaine, plutôt que les bons résultats de cette année? Les marchés regardent toujours les perspectives. Je pense qu'aujourd'hui, le marché de la tech, aujourd'hui, en tant que journée, ne se porte pas très bien. Donc, on subit un peu les ventes au niveau du marché de la tech. Nous, on ne regarde pas le cours de l'action au jour le jour, on regarde un peu en termes de perspectives sur notre potentiel de croissance. Vu l'évolution de nos résultats et de notre profitabilité. Mais c'est vrai que quand on regarde on va dire la progression du cours ou le comportement du cours sur l'échelle par exemple de l'année dernière, vous avez parfois offert quelques surfroides aux investisseurs en 2022 avec des variations sur le cours qui étaient assez importantes. Est-ce que vous estimez finalement que 2023 sera une année un peu plus stable en l'occurrence? Écoutez, c'est très difficile de prédire les marchés, comme vous le savez, sinon je serais très riche, je ne serais pas là. Donc non, écoutez, je pense qu'il faut regarder un peu sur le long terme. Sur 2023, sur le long terme, les perspectives de croissance et d'amélioration de profitabilité restent très bonnes pour le groupe. Oui. Donc je suis assez confiant sur la trajectoire. Vous avez aujourd'hui un cours autour des 185 à 190. Certains analystes observent justement des résistances peut-être autour des 198, 200. Vous êtes d'accord avec eux? Ça va être compliqué peut-être pour vous de franchir ce cap? On l'a déjà franchi dans le passé, donc je pense qu'il a fait franchir de manière durable. Une fois de plus, c'est une question de confiance par rapport à l'avenir, à la fois des investisseurs. Je pense qu'aujourd'hui, la tech, d'une manière générale, a été un peu vendue, notamment l'année dernière. Le démarrage de l'année, le cours de bourse se porte bien depuis le début de l'année, une bonne progression. Je pense que les perspectives futures, au fur et à mesure que les incertitudes macroéconomiques vont un peu baisser, je pense qu'il y a plus de potentiel, évidemment, d'amélioration avec la certitude sur le futur. Allez, un petit mot avant de se quitter sur les technologies les plus prometteuses dont on parle beaucoup, notamment l'IA, le quantique, les jumeaux numériques. Qu'est-ce que, dans tout ce
panorama-là que vous regardez naturellement au sein de Capgemini, qu'est-ce qui retient, vous, peut-être le plus votre attention ? On travaille sur toutes ces technologies. Ce qui retient notre attention, c'est comment faire des cas d'usage pratique pour nos clients pour créer de la valeur. Oui. Voilà. On ne veut pas se focaliser sur la technologie pour la technologie. Les jumeaux numériques existent depuis très longtemps. On fait des jumeaux numériques d'usine, d'accord, un peu plus compliqués que ce que les gens voient au niveau du metaverse. Sur tout ce qui est, on appelle Generative AI, qui inclut des choses comme ChatGPT, etc. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Maintenant, on voit ça, c'est un peu démocratisé parce que c'est devenu un peu grand public et donc les gens découvrent, mais ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. La question, une fois de plus, c'est comment on l'applique, quels sont les cas d'usage, comment on va aider les clients à créer de la valeur. Et c'est là-dessus vraiment qu'on se focalise, c'est comment créer de la valeur au-delà de juste parler des nouvelles technologies. Et justement, vous parliez du métaverse. Alors, j'ai envie de dire, tout le monde en parle, mais personne n'y croit vraiment. En tout cas, surtout certaines entreprises américaines. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, aujourd'hui, par rapport à ça ? Effectivement, ça a été un sujet qui était très largement démocratisé, peut-être même un peu trop, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du métaverse et comment vous, effectivement, cas d'usage pratique, concret, vous pensez que ça puisse avoir un intérêt économique et business, en l'occurrence pour vos clients ? Voilà. Donc, le métavers, d'abord, c'est un ensemble de technologies, ce n'est pas un seul environnement. Donc, il y a les jumeaux numériques, il y a tout ce qui est réalité virtuelle et réalité augmentée, il y a tout ce qui est AI, etc. Donc, c'est toutes des technologies qu'on maîtrise. Donc, l'ensemble de ces technologies crée cet ensemble de métavers. On voit bien qu'au niveau de tout ce qui est grande consommation, en termes de simulation d'environnement, etc., ça peut jouer un rôle important. Pas des gros cas d'usage pour l'instant, en termes d'applicabilité qui crée énormément de valeur. Mais petit à petit, ça commence à prendre un petit peu forme. Mais je ne vois pas aujourd'hui des cas d'usage au niveau du metaverse qui vont créer des milliards de chiffres d'affaires ou de profits. Oui. Donc c'est effectivement encore en développement. C'est encore en développement. C'est pour là qu'il ne faut pas se précipiter nécessairement sur toutes les nouvelles technologies. Il faut les comprendre, les maîtriser et petit à petit voir un peu l'applicabilité, notamment comment on peut vraiment créer de la valeur. Comment créer de la valeur. Allez, un petit mot vraiment très rapidement, mais pour vous entendre également sur les notions d'ESG, parce qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont menées au sein de Capgemini. Est-ce que c'est aujourd'hui finalement une demande grandissante, peut-être aussi de la part de vos clients, de vos investisseurs et de tous ceux qui regardent précisément votre entreprise, d'être beaucoup plus vertueux finalement dans la manière de développer et de mener votre activité ? Écoutez, je pense que c'est absolument fondamental. C'est fondamental d'abord pour nos collaborateurs, ça l'est pour nos clients, puisqu'on a de plus en plus de clients qui demandent justement nos notations ou qu'est-ce qu'on fait dans ces domaines, sachant qu'on travaille aussi avec nos clients sur ces aspects. On a une offre au niveau développement durable et donc on travaille avec nos clients là-dessus. Évidemment, c'est important aussi pour nos investisseurs. Donc on est dans beaucoup d'index et on est noté très positivement. On a pris l'engagement à la fin de l'année dernière de publier justement à la fois des priorités et des objectifs en termes de ESG, on se mesure par rapport à ça et donc on a beaucoup d'objectifs et on progresse fortement. Le développement durable, on continue à réduire nos émissions. On a été une des premières sociétés au niveau mondial à être certifié sur les nouvelles trajectoires SBTi qui est beaucoup plus contraignante, qui était publiée à la fin de l'année dernière. On a réduit nos émissions en valeur absolue de 29% déjà par rapport à 2019 et donc on est sur une bonne trajectoire. Sur le capital humain, on continue à investir, donc on continue à investir évidemment dans nos employés. On est à 51,4 heures de formation par employé, qui est donc 12% d'augmentation par rapport à l'année dernière. On a pris des engagements de 5% d'amélioration par an. Et puis, sur la féminisation, là aussi, on continue à progresser. On a 37,8% des effectifs maintenant qui sont féminins. On a l'objectif d'arriver à 40% à 2025. Donc, tout progresse, tout va dans la bonne direction. Et ça reste évidemment aussi important que les objectifs financiers aujourd'hui. Exactement, on continuera bien sûr de suivre ça avec plaisir. Merci beaucoup Ayman Ezzat d'avoir accepté de répondre à nos questions. CEO, je rappelle donc, de Capgemini sur Ecorama dans Boursorama. Merci à vous.